Nous arrivons à la dernière partie du programme écologie, surtout l'étude de la radioactivité et de l'énergie nucléaire. Avant de détailler cette partie, nous allons rappeler la notion de substance radioactive. Pour comprendre ce qu'est une substance radioactive, nous allons revenir un petit peu en arrière vers la description de l'atome qui constitue l'élément chimique. Tout élément chimique est formé d'atomes. Alors l'atome a un noyau où il y a des protons et des neutrons. Alors qu'autour du noyau, nous avons ce qu'on appelle un nuage électronique. Lorsqu'on observe au niveau du noyau, le nombre de protons, il est symbolisé par la lettre Z. Donc la lettre Z constitue le numéro atomique. En général, le nombre de protons est égal à celui des électrons. Pour le nombre de neutrons, il peut ou pas être égal à celui des protons. D'ailleurs, c'est ce qui va nous permettre de comprendre la notion d'isotope. En tout cas, le nombre de protons plus le nombre de neutrons, c'est le numéro de masse, le nombre de masse, qui est symbolisé par A. Dans les atomes qui se trouvent dans la nature, on peut trouver deux éléments chimiques qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Donc ça s'appelle des isotopes. On va prendre des exemples. Je prends l'exemple du carbone. Donc le carbone, on peut prendre le premier exemple, le carbone 12 et le carbone 14. Alors le carbone 12 a un nombre Z égale à 6, c'est-à-dire le numéro atomique, qui est le nombre de protons, est égal à 6. Donc son nombre d'électrons est aussi égal à 6. Pour le carbone 12, le nombre de neutrons est aussi égal à 6. Donc au niveau du noyau du carbone 12, nous avons le même nombre de protons et le même nombre de neutrons. Ce qui fait que au niveau de ce noyau, il y a une force de cohésion qui permet à ce noyau d'être stable. Pour mieux comprendre ceci, nous allons prendre le cas du carbone 14. Le carbone 14, il a un nombre de protons égal à 6, comme le carbone 12, parce qu'ils ont le même nombre de protons, mais son nombre de neutrons au niveau du noyau est égal à 8, ce qui fait 6 plus 8 est égal à 14. Donc ce noyau qui a le nombre de protons qui n'est pas égal à celui des neutrons, c'est un noyau qui n'a pas une force de cohésion suffisante pour le maintenir en stabilité. Donc c'est un noyau instable qui va avoir tendance à se désintégrer, c'est-à-dire il va subir une réaction spontanée qu'on appelle la désintégration. On va voir plus tard. Alors en se désintégrant, il peut émettre des rayonnements, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Maintenant, je peux prendre un autre exemple, d'ailleurs il est illustré sur cette diapo. Nous avons l'uranium. L'uranium, il y en a plusieurs isotopes. Ici, nous avons deux exemples, l'uranium 235 et l'uranium 238. Alors, l'uranium 235 et l'uranium 238 ont le même numéro atomique, c'est-à-dire 92, qui est Z, le nombre de protons. Pour le nombre de neutrons, chez l'uranium 235, il y a 143 neutrons, alors que chez l'uranium 238, il y a 146 neutrons. Donc, chez l'uranium, ce sont deux isotopes radioactifs. Là, parce que dans tous les cas, que ce soit l'uranium 235 ou l'uranium 238, ce sont deux isotopes radioactifs de l'uranium qui n'est pas radioactif. La radioactivité est un phénomène qui a été découvert en 1896 par Henri Becquerel sur l'uranium et très vite confirmé par Marie Curie pour le radium. C'est un phénomène physique naturel au cours duquel des noyaux atomiques instables, dits radioisotopes, se transforment spontanément par désintégration en dégageant de l'énergie. Alors, l'énergie peut se dégager sous forme de rayonnements divers,
Ça va donner des noyaux plus petits, plus ou moins stables. Quelquefois, lorsque le noyau se désintègre, il ne va pas donner forcément des noyaux stables. Donc ça dépend. On va voir par la suite ce qu'on appelle une famille radioactive. Donc on peut avoir une désintégration qui va donner de petits noyaux avec dégagement de rayonnement alpha, bêta. Alors bêta, il y en a bêta plus, bêta moins, et des rayonnements gamma. Lorsqu'un atome se désintègre, au cours de cette désintégration, il va émettre des rayonnements. Donc ça dépend de quel rayonnement il s'agit, mais dans cette diapositive, nous allons comparer les trois types de rayonnements existants. Nous avons le rayonnement alpha. Alors le rayonnement alpha, ce sont des particules d'hélium, He, hélium 2,4, c'est-à-dire c'est un élément chimique qui possède deux protons et deux neutrons. Et donc, le numéro atomique est 2, le nombre de masse est 4, hélium. Donc, ces particules alpha, elles ne sont pas très pénétrantes parce ce sont de grosses particules. Elles vont être stoppées par des feuilles de papier. Par contre, les rayonnements bêta, lorsqu'ils sont émis, ce sont des électrons. Il y en a deux, il y a des positrons et des négatrons. Alors les rayonnements bêta sont un petit peu plus pénétrants que les rayonnements alpha, puisqu'ils traversent la feuille de papier, mais ils sont stoppés par une feuille d'aluminium. Quant au rayonnement gamma, ce sont des ondulations, ce sont des radiations électromagnétiques, ce sont des ondes électromagnétiques. Elles sont très très pénétrantes puisque elles traversent le papier, elles traversent l'aluminium et le béton doit être assez épais pour qu'il ne soit pas traversé par ces types de rayonnements. Dans cette diapo, nous allons rappeler les caractéristiques des isotopes radioactifs. Lorsqu'un noyau pair se désintègre en un noyau fils, il va donner, au cours de cette désintégration, un noyau fils avec un nombre de protons et ou de neutrons différents. Donc il va donner un petit noyau fils, qu'il soit radioactif ou pas radioactif. Euh, Lorsque le noyau pair se désintègre en noyau fils, alors si on va dans le graphe du bas de la diapo, nous allons observer que, par exemple, un échantillon qui contient un certain nombre de noyaux pairs, ici la courbe représentée en rouge, le graphe illustre la variation du noyau pair et celle du noyau fils. Donc nous avons N0 et le nombre de noyaux pairs, il va se désintégrer lorsque le nombre de noyaux pairs se désintègre de moitié. La durée nécessaire à cette désintégration est T, c'est-à-dire la demi-vie. Alors, pour passer de N0 à N0 sur 2, il est nécessaire qu'une demi-vie se passe, c'est-à-dire une durée bien déterminée qu'on appelle la période de demi-vie. Alors pour passer de N0 sur 2 à N0 sur 4, une autre demi-vie égale va se passer également, et ainsi de suite. C'est la loi de désintégration radioactive. Alors cette loi de désintégration radioactive va avoir beaucoup d'avantages dans le domaine scientifique. On va le voir par la suite. C'est pour la datation, que ce soit des êtres vivants ou pour les roches, les fossiles, etc. Alors ici, dans la partie droite du document, nous avons un ensemble d'éléments radioactifs qui sont issus les uns des autres. Nous avons par exemple l'uranium se désintègre en thorium, le thorium se désintègre en palladium, ensuite le palladium en uranium 235, ensuite en thorium 230, etc. Vous voyez dans ce document, il y a une série de désintégrations spontanées qui se déroulent et qui finissent à la fin par l'apparition du plomb, comme vous pouvez le voir sur le document. Alors le plomb, c'est le dernier élément de cette famille radioactive. Le plomb, ici, c'est l'élément stable qui est le dernier à se former après un nombre bien déterminé de désintégration.
Alors, on appelle famille radioactive l'ensemble des éléments radioactifs qui sont issus du même noyau père par désintégration. Dans ce document, nous avons la famille radioactive de l'uranium 238. Vous constatez, depuis l'uranium 238, on aboutit au plan 206, à la fin, stable. Et ce qui nous intéresse dans ce document, c'est surtout la demi-vie. Alors, si on observe l'uranium 238, vous remarquez que sa demi-vie est de 4,5 milliards d'années. Et donc, c'est un élément très très important pour dater les roches très très anciennes du globe terrestre. D'ailleurs, c'est en datant à l'uranium 238 que l'homme a parvenu à donner euh, des événements caractéristiques de notre globe terrestre. C'est-à-dire les événements géologiques qui ont marqué la planète Terre ont été euh, déterminés par datation absolue, entre autres, bien sûr. Il y a d'autres études, mais la datation absolue a joué un rôle. Donc les roches très très anciennes ont été datées grâce à l'uranium 238. Alors vous pouvez avoir une idée sur d'autres éléments radioactifs. Il y en a ceux qui ont des demi-vies de quelques jours, les autres de quelques minutes, et les autres, et certains en microsecondes. Par exemple, le polonium 214, regardez, 160 microsecondes. Donc c'est vraiment une période de demi-vie très 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 courte. Dans cette diapo, nous allons commencer à discuter les avantages de la radioactivité. Alors, vous savez tous que la radioactivité a des inconvénients, mais on va commencer par discuter les avantages. Ici, surtout, je commencerai par le, le côté énergie, c'est-à-dire production de l'énergie électrique à partir de la, euh, la radioactivité. Et surtout, je rappelle qu'au niveau de la centrale nucléaire, il y a le réacteur au niveau duquel nous avons l'uranium 235. Alors l'uranium 235 est bombardé par des neutrons. Lorsqu'il est bombardé, il va subir la fission nucléaire. Cette fission va produire de petits noyaux avec de la production d'une énorme quantité d'énergie thermique. Bien sûr, avec des neutrons thermiques qui vont poursuivre le phénomène de fission nucléaire et qui va davantage produire de plus en plus d'énergie thermique. Donc ce processus de production en cascade d'énergie thermique va produire au niveau du générateur vapeur, il va produire de la vapeur d'eau qui va être pompée par des turbines, par des pompes pardon, vers des turbines qui vont, à cause du circuit d'eau en vapeur, vont produire de l'énergie mécanique grâce à un turbo-alternateur qui sera traduite, convertie en énergie électrique. Donc, bref, si je veux résumer, au niveau de la centrale nucléaire, la fission nucléaire de l'uranium 235 va produire de l'énergie thermique. L'énergie thermique sera exploitée pour engendrer de l'énergie mécanique et cette dernière sera transformée grâce à un turbo euh, alternateur en énergie électrique. Donc les centrales électriques je veux dire les centrales nucléaires sont de plus en plus répandues dans le monde. Si je commence par le schéma de droite, c'est-à-dire le diagramme qui montre la répartition de la production de l'énergie nucléaire à travers le monde, nous observons la France, un grand pays utilisateur de l'uranium pour produire de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire produire de l'énergie électrique à partir du nucléaire, donc avec un pourcentage de 46,7%, suivi de l'Allemagne, 19%. Ensuite, nous avons le Royaume-Uni, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, et Belgique, Espagne, etc. Donc, de plus en plus, cette énergie nucléaire est utilisée. euh, elle est très rentable malgré le risque couru
en utilisant ce type d'énergie. Alors, si je compare l'évolution de la production d'énergie électrique à partir d'autres sources d'énergie. Alors, je me dirige vers le graphe qui se trouve à gauche de la diapositive. Nous avons en bleu 1980 et nous avons en mauve 2005. Donc c'est une évolution des différents types d'énergie utilisés pour produire de l'énergie électrique. Donc regardez, si je commence par l'énergie thermique, donc il y a une diminution je veux dire de la production de l'énergie électrique à partir de l'énergie thermique, donc une diminution de 5,2%. Pour l'énergie hydroélectrique, on note également une diminution de la production d'énergie électrique à partir des barrages, donc ici de 22,1%. Et on remarque par contre l'énergie nucléaire n'a pas diminué, c'est-à-dire pour produire de l'énergie nucléaire, il y a de plus en plus de production d'énergie électrique à travers ou à partir de l'énergie nucléaire, puisque vous constatez ici, d'après le graphe, une augmentation de 177,5%. Donc, c'est une énorme augmentation de la production de l'énergie électrique à partir de l'énergie nucléaire. D'autre part, vu les problèmes de pollution qui sont de plus en plus discutés à travers le monde, nous avons aussi un autre domaine qui commence à s'accroître, c'est la consommation, je veux dire la production de l'énergie électrique à partir des énergies alternatives, par exemple l'énergie solaire, c'est-à-dire l'utilisation des plaques solaires pour capter les rayons solaires et transformer l'énergie solaire en énergie électrique, l'énergie éolienne, c'est-à-dire on se base sur la vitesse du vent, donc c'est une énergie électrique produite à partir de l'énergie mécanique, donc l'éolienne avec elle tourne avec la vitesse du vent, donc elle est utilisée dans les zones où il y a des courants fréquents, par exemple Essaouira. Essaouira, elle est connue pour les courants de vent, c'est-à-dire éoliens, et donc c'est une énergie mécanique qui va être transformée en énergie électrique. Alors l'énergie géothermique, c'est une énergie qui commence de plus en plus à être exploitée à travers le monde. Il y a des stations géothermiques au niveau desquelles on exploite l'énergie souterraine du globe terrestre parce qu'on sait que lorsqu'on s'enfonce, l'augmentation de la température constitue ce qu'on appelle le gradient géothermique. Il y a des zones au niveau du globe qui ont un flux géothermique plus important et qui peuvent être détectés et dont on peut exploiter l'énergie géothermique pour produire l'énergie électrique. Alors, les énergies alternatives ont augmenté encore davantage par rapport à l'énergie nucléaire, puisqu'elles ont augmenté de 549,7% parce que ce sont des énergies durables et ce sont des énergies qui ne polluent pas les environnements. Donc, ce sont des énergies qui sont de plus en plus utilisées. Dans cette diapo, nous allons parler d'un autre avantage de la radioactivité, c'est la datation absolue, qui est un avantage scientifique dont les chercheurs ont profité pendant de longues années. Donc, par exemple, pour dater l'instant de la mort d'un animal, c'est-à-dire on va dire à quel moment précisément un animal qu'on a trouvé, par exemple, dans une roche ou autre, à quel instant il est mort. Alors, on va prendre l'animal, on va déterminer la quantité, bien sûr pour les animaux, les êtres vivants en général, on procède à la datation absolue en utilisant le carbone 14.
Alors, sachant que le carbone 14 a une période de demi-vie de 5730 ans, si on compare la quantité de carbone 14 restante dans l'animal par rapport à la quantité que l'animal devrait contenir, c'est-à-dire on prend un animal de référence de même taille et de même caractéristiques, et il sert de référence, il sert de témoin, et si on compare, on va savoir combien de demi-vies se sont écoulées après la mort de l'animal. C'est-à-dire, par exemple ici, la quantité de carbone 14 est le quart de la quantité initiale, on va déduire qu'il y a deux demi-vies qui se sont écoulées et donc la mort de l'animal revient à 11 460 ans, c'est-à-dire deux fois 5 730 ans. Et donc c'est la datation absolue qui utilise la désintégration des atomes radioactifs, des isotopes radioactifs. Alors, pour la datation des roches, ça dépend des roches. Alors, pour les roches magmatiques, on va utiliser le potassium. Par exemple, si vous vous rappelez bien, le granit contient l'orthose. L'orthose est un feldspath potassique, un feldspath alcalin précisément potassique. Et donc, si on prend un échantillon de granit, en utilisant la quantité de potassium qu'il contient actuellement par rapport à un échantillon de granit de même taille récent. Alors, puisque le potassium se désintègre en argon et ça se fait durant des centaines de millions d'années, ça permet de dater les roches magmatiques. Donc, tous les plutons qu'on trouve dans les chaînes de montagnes, par exemple, ou on trouve dans des paysages géologiques divers peuvent être datés grâce à l'utilisation d'éléments radioactifs. Et ça, c'est un exemple. Alors, pour la datation des autres roches qui ne sont pas magmatiques, par exemple les roches sédimentaires et autres, on peut utiliser le rubidium dont la désintégration se fait pendant des milliards d'années. Donc, le rubidium se désintègre en strontium et ceci permet, par la comparaison de la quantité de rubidium dans un échantillon de référence et l'échantillon trouvé dans, par exemple, les paysages géologiques, on peut dater les roches sédimentaires, les roches métamorphiques et autres. Dans cette diapo, nous avons parlé de l'avantage de la radioactivité dans le domaine médical. Alors, par exemple, pour diagnostiquer certaines tumeurs ou traiter des tumeurs, nous pouvons utiliser la radioactivité. Donc, je prends deux exemples. La scintigraphie. Alors, la scintigraphie repose sur le principe que l'organe utilise un élément chimique. Par exemple, je prends le cas ici à gauche, la thyroïde, la glande thyroïde. La glande thyroïde utilise comme préférentiellement pour fabriquer ses hormones, pour réaliser l'une de ses fonctions, elle utilise l'iode. Et donc, pour réaliser la scintigraphie, on injecte de l'iode radioactif. Alors, normalement, lorsqu'on injecte l'iode radioactif, il circulera dans tout l'organisme, mais la thyroïde va le fixer d'une manière plus concentrée et donc l'iode, la majorité de l'iode radioactif va se localiser au niveau de la thyroïde. Si la répartition de l'iode radioactif, c'est-à-dire la radioactivité, si elle est répartie d'une manière uniforme et ça permet donc de donner la taille de la thyroïde, la forme de la thyroïde et aussi la distribution de la radioactivité au niveau de la thyroïde. Alors on va considérer dans le cas d'une répartition normale que l'individu est normal. Mais si la répartition de la radioactivité montre une taille supérieure à la normale ou montre par exemple une forme anormale, c'est-à-dire peut-être des protubérances qui proviennent, qui sont visibles aux alentours de la thyroïde ou quelque chose comme ça. Ou alors une répartition hétérogène de la radioactivité, c'est-à-dire l'apparition de taches qui sont plus obscures par rapport à la totalité de l'organe. Donc dans ce cas, on va diagnostiquer une tumeur. Alors le diagnostic,
n'utilise pas toujours la scintigraphie qui sert pour le diagnostic, n'utilise pas toujours l'iode. Donc ça dépend de l'organe. Si on veut par exemple réaliser une scintigraphie sur les os, on va utiliser par exemple le calcium radioactif et ainsi de suite. Et donc la scintigraphie utilise les éléments radioactifs pour diagnostiquer une tumeur. Ceci n'est possible que si on a des symptômes, on a réalisé d'autres tests préalables, c'est-à-dire on ne va pas s'aventurer à utiliser les éléments radioactifs du premier coup. Lorsque quelqu'un suspecte une tumeur, il va réaliser d'autres examens et lorsque ces examens montrent la possibilité de la présence d'une tumeur pour être sûr si elle est maligne ou il réalise la scintigraphie. Pour maintenant, le deuxième avantage des éléments radioactifs, de la radioactivité, les rayonnements émis à faible dose à partir d'appareils qui permettent le traitement des tumeurs. C'est la radiothérapie. Lorsqu'on est sûr d'avoir une tumeur, on peut nous donner ce qu'on appelle comme traitement la radiothérapie. Donc l'appareil émet des rayonnements, ces rayonnements vont viser les cellules cancéreuses et ça permet la régression de la tumeur. Donc c'est efficace pour beaucoup de cas et donc ça représente un avantage en faveur de la radioactivité. Dans cette diapo, nous allons mentionner une autre utilisation de la radioactivité, cette fois-ci dans le domaine agroalimentaire, puisqu'on peut, pour conserver certains produits agricoles, par exemple les graines de, les graines de légumineuses comme les petits pois, les pois chiches, les lentilles, etc. Donc on peut utiliser le rayonnement pour tuer les embryons, pour que ça ne germe pas, au cas où il y ait de l'humidité dans le sachet contenant ces graines, ou pour protéger ces graines de parasites. Donc on peut utiliser la radioactivité pour préserver beaucoup de produits agroalimentaires. C'est également le cas de quelques produits en conserve qui sont préservés des microbes, des bactéries, des agents pathogènes par radioactivité. Étant donné qu'on émet des rayonnements sur ces aliments, tous les germes pathogènes, toutes les cellules qui risquent de pourrir cette alimentation sont détruites. Et dans cette partie du cours, nous allons parler des dangers de la radioactivité. Ici, dans cette diapo, nous observons à gauche une centrale nucléaire. Donc, vous observez l'émission de vapeur et donc il peut y avoir dans certains cas, lorsqu'il y a une fissure, un accident comme celle de Fukushima au Japon il y a quelques années, ça permet une fuite d'éléments radioactifs et donc ça a causé beaucoup de dégâts sur la santé, sur l'environnement. À droite de la diapo, vous pouvez observer une explosion d'une bombe nucléaire, tel est le cas de Tchernobyl, de Nagasaki et Hiroshima. Ce sont des accidents nucléaires, pas d'accidents, mais ce sont des explosions qui ont coûté la santé, la vie et qui ont été nocifs sur les environnements aussi. Donc nous allons détailler cet aspect de la radioactivité qui est nocif sur la santé et sur l'environnement. Alors on va commencer par dans cette diapo, nous observons un autre danger de la radioactivité, à savoir la contamination des milieux naturels, y compris la contamination de l'homme. Alors, lorsqu'une centrale nucléaire émet
de la radioactivité, il y a des déchets sous forme gazeuse qui se dispersent dans l'atmosphère. Il y a des déchets sous forme liquide, ce sont des déchets liquides issus de la tour de refroidissement de la centrale nucléaire. Alors, ces déchets, on va les traiter séparément. Pour les déchets sous forme gazeuse, ce sont de très très petites particules qui vont se déposer ou bien directement à long terme, ou bien ils vont ils vont retomber sur les milieux naturels par la pluie. Alors, si les déchets gazeux se déposent, que ce soit d'une manière directe ou avec les eaux de pluie, ils vont être, par exemple, inhalés par les animaux et aussi il y a possibilité d'inhalation par l'homme. Et il y a aussi dépôt sur les végétaux et sur les, les cultures et donc les animaux, et ça va donc contaminer ces différents êtres vivants. Alors d'autre part, si on passe au niveau du sol, l'arrivée des éléments radioactifs au niveau du sol va provoquer aussi la contamination du sol. Alors d'autre part, si je parle maintenant des déchets sous forme liquide, arrivés au milieu aquatique, les éléments radioactifs vont contaminer la vie aquatique, donc il va y avoir une forte concentration de radioactivité au niveau des poissons. Et le poisson consommé par l'homme va donc entraîner une contamination chez l'homme. D'autre part, par infiltration de l'eau des milieux aquatiques au niveau des sols, il va y avoir fixation de ces éléments radioactifs au niveau des sols et donc captation par les racines. Il y a contamination aussi des champignons. Il y a aussi par consommation de ces éléments végétaux par le bétail, par le gibier, l'homme sera aussi contaminé. D'autre part, on peut aussi parler d'infiltration vers la profondeur de ces éléments radioactifs pour contaminer la nappe phréatique. Alors, la radioactivité à partir d'une centrale nucléaire, il y a plusieurs exemples. Il y a par exemple l'accident de Tchernobyl, il y a aussi le problème qui a eu lieu à Fukushima. D'ailleurs, ici, nous avons des chiffres concernant euh, la fissure qui a eu lieu à Fukushima au Japon. Nous avons l'iode 131, le césium 137 et le césium 134. Donc ce sont des éléments radioactifs qui ont fortement contaminé les zones en question et par conséquent ils ont causé beaucoup de dégâts à l'époque. Dans cette image, vous avez l'illustration de l'impact de la radioactivité sur un animal qui vit dans l'écosystème aquatique. Donc ici, c'est un poisson qui a été pêché à des fins de contrôle près de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Alors je rappelle, Fukushima, c'est une centrale nucléaire qui a subi des secousses sismiques. Il y avait un séisme qui a secoué la centrale. Donc malgré les précautions, il y a eu des fissures dans certains murs de cette centrale et donc ça a permis la fuite de certaines particules radioactives. Alors là, nous observons un poisson qui a été contaminé par la radioactivité. Donc il dépasse de 2500 fois la limite légale fixée par le Japon, d'après les sources. Cette diapo illustre les dangers qui ont été causés par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Tchernobyl est une ville située en Ukraine. L'accident a survenu lorsque les responsables de la centrale nucléaire ont augmenté le niveau de puissance du réacteur numéro 4 d'après les documents. Donc ça a causé des fuites et les fuites de rayonnement et de particules nucléaires ont causé des dégâts directs sur la population, sur les gens. Alors ici sur la photo, vous voyez des gens opérés à gauche, des victimes opérées de cancer de la thyroïde. Donc c'est un dégât directement observé sur les patients. Comme on voit à droite,
une fille, Sacha, de 5 ans, qui souffre de l'absence du système lymphatique, donc un grave danger pour le système immunitaire. Donc regardez, elle sécrète des toxines que son corps ne peut pas éliminer. Alors ici, on peut mentionner que tous les pays où il y a une activité de centrale nucléaire sont menacés par ce type de, de fuite, de rayonnement, de particules radioactives. Le problème, c'est que ça ne peut pas rester seulement pendant l'époque de l'accident, mais ça peut durer plus longtemps. Donc, ce sont des conséquences durables parce que les particules restent des dizaines d'années et même plus dans l'atmosphère et ça se dépose lentement en causant de plus en plus de dégâts. On ajoute au cancer de la thyroïde et à l'atteinte du système lymphatique les malformations. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, les victimes de Tchernobyl présentent d'autres problèmes au niveau de la santé. Donc les malformations, vous pouvez constater clairement des malformations graves au niveau des corps des victimes. Cette diapo nous montre les différentes malformations issues en conséquence de fuite de rayonnement ou d'éléments radioactifs d'un réacteur nucléaire. Donc vous pouvez voir les inflammations au niveau de la peau, vous avez les malformations au niveau des membres inférieurs ou au niveau des membres supérieurs. Dans cette diapo, on peut résumer l'ensemble des effets des radiations nucléaires sur le corps humain à faible exposition ou à forte exposition. On va commencer par exemple à faible exposition, c'est le cas où lorsqu'on utilise des appareils pour diagnostiquer ou pour traiter un cancer par exemple, on utilise de faibles quantités de radioactivité. Donc on va voir quels sont les risques courus par une personne qui est exposée à une faible quantité de rayonnement ou de radiation nucléaire. Alors nous avons la perte des cheveux et des poils. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà entendu parler des traitements de radiothérapie lorsque les patients atteints de cancer subissent la radiothérapie. La majorité d'entre eux perdent leurs cheveux et les poils et donc c'est un effet visible d'un faible d'un faible taux de rayonnement radioactif au niveau de l'organisme. On a aussi le cancer de la thyroïde. Donc la thyroïde, c'est une glande qui se situe au niveau de la base du cou. Donc d'ailleurs, vous avez vu ceci à la diapo précédente. Alors nous avons le cancer du poumon. Si on inhale des particules radioactives, on peut risquer le cancer du poumon. Alors là, c'est le cas des gens, par exemple, qui travaillent dans des mines souterraines. Donc ça peut, il y a des gens qui travaillent dans des endroits souterrains où il y a une accumulation de rayonnement radioactif. Donc ils peuvent être sujets à des cancers de poumon, des brûlures de la peau également, avec une desquamation, c'est-à-dire la peau va perdre des couches et des couches de cellules, mais d'une manière anormale, à un rythme supérieur à la normale. Destruction des globules blancs, rouges et plaquettes. Alors ici, pourquoi? Parce que les cellules mentionnées dans cette partie-là sont des cellules qui naissent au niveau de la moelle rouge des os. Alors, puisque les cellules de la moelle rouge des os, la moelle osseuse, sont des cellules embryonnaires, donc ce sont des cellules qui ont une possibilité de subir des mitoses, beaucoup de mitoses, donc ce sont des cellules embryonnaires, et donc lorsqu'on on expose l'organisme à la radiothérapie, ce sont des cellules qui sont ciblées par cette radiothérapie. Et du coup, on va perdre toutes les cellules qui viennent de ces cellules embryonnaires. Donc, pour cela, nous avons tous les constituants du sang
qui ont un nombre inférieur à la normale. Donc destruction des globules blancs et rouges et plaquettes parce que les cellules, à l'origine de ces cellules, sont détruites par le rayonnement. Alors pour les descendants, puisque le rayonnement touche par exemple les gonades, c'est-à-dire les glandes sexuelles chez l'homme ou la femme, donc les gamètes vont porter une information génétique modifiée par les rayonnements radioactifs et donc on risque d'avoir des malformations et des troubles de croissance à la génération suivante. Bien sûr, j'ai mentionné tout à l'heure que l'effet n'est pas toujours direct, il peut y avoir un effet retardé des années plus tard. Maintenant, je vais entamer la partie gauche de la diapo, c'est-à-dire que se passe-t-il lorsque le corps est soumis à une forte exposition au rayonnement radioactif. Alors, nous pouvons avoir des œdèmes cérébraux, donc c'est assez grave au niveau du cerveau, donc ça va causer des problèmes au niveau des fonctions cérébrales, c'est-à-dire ça dépend, est-ce que ça a une relation avec les aires motrices ou les aires psy, euh, sensitives. Et donc on peut ou bien perdre la sensibilité ou perdre la motricité de certains organes, ça dépend de la zone touchée par les œdèmes. Alors nous pouvons avoir une destruction de la moelle osseuse d'une manière vraiment importante, ce qui peut causer des infections parce que le système immunitaire va être endommagé, c'est-à-dire nous aurons une faible immunité parce que la moelle osseuse est à l'origine des globules blancs et les globules blancs sont les cellules responsables de l'immunité et donc si la moelle osseuse est détruite, l'immunité est directement touchée et ça peut même causer des hémorragies. Alors, nous avons des troubles vasculaires, c'est-à-dire des troubles au niveau des vaisseaux sanguins, l'effondrement du système immunitaire, j'en ai parlé tout à l'heure, et la mort peut euh, survenir dans les 48 heures si on est exposé à une forte quantité de radioactivité. Étant donné les graves dangers qu'on court en étant à proximité d'une zone où il y a émission de radioactivité, il y a plusieurs manifestations à travers le monde qui demandent d'arrêter le nucléaire immédiatement, pas dans 10 ans ni dans 20 ans, mais surtout maintenant. Et donc, ça permet de, de voir à quel point cette radioactivité est très très dangereuse. Cette diapo nous montre la pollution du sol, étant donné que c'est un milieu où tous les polluants que nous avons traités auparavant arrivent au niveau du sol et donc sont responsables de sa pollution. Par exemple, il y a la pollution nucléaire par les rayonnements nucléaires, par les particules émises des centrales nucléaires, que ce soit des polluants solides, c'est-à-dire émis dans l'atmosphère, ou dans les milieux aquatiques, c'est-à-dire des déchets liquides. Alors, pour la pollution due à l'utilisation des engrais et des pesticides, c'est-à-dire pollution agricole, donc on a des nitrates, des phosphates et des substances toxiques utilisées comme pesticides qui sont utilisés directement dans le sol et qui risquent de tuer, d'intoxiquer des animaux et des plantes vivantes dans le sol. D'autre part, nous avons la pollution atmosphérique et en particulier les gaz acides tels que les oxydes d'azote, de soufre et de carbone qui, en se mélangeant à l'eau de pluie, tombent directement dans le sol et sur le sol et provoquent l'augmentation de son acidité et donc sa pollution. Enfin, nous avons des polluants domestiques, par exemple le rejet de déchets domestiques directement sur des décharges non contrôlées implique la présence de métaux lourds et des métaux lourds et des jus de déchets tels que le lixivia et qui sont des polluants dangereux pour le sol. On ajoute à ceci les eaux usées qui, dans certaines régions, ne sont pas canalisées. Et donc, on va trouver les polluants tels que les coliformes fécaux et d'autres
et d'autres germes nocifs qui se trouvent dans le sol. Tout ceci va entraîner un impact négatif sur les êtres vivants et sur les eaux souterraines, et donc diminution de la fertilité du sol et diminution de la qualité de l'eau souterraine. Quelques détails à propos de la pollution du sol. Par exemple, l'action des déchets domestiques au niveau des décharges non contrôlées. Lorsque les déchets sont déposés sur le sol directement, sans préparation, sans aménagement préalable, les déchets vont être humidifiés à cause des pluies et donc il y aura formation de lixivia qui va s'infiltrer dans le sol, et c'est l'occasion où les métaux lourds vont arriver au niveau du sol ainsi que des micro-organismes, de la matière organique en excès et une concentration élevée en sels minéraux. D'autre part, les déchets industriels peuvent aussi causer une accumulation de métaux lourds au niveau du sol lorsqu'ils sont déposés directement sur des décharges non contrôlées. Alors, les pratiques agricoles, on a précisé tout à l'heure, c'est l'utilisation anarchique ou non contrôlée des pesticides d'une part, qui sont des substances toxiques, et des engrais industriels tels que les phosphates et les nitrates. D'autre part, nous avons les retombées atmosphériques, il s'agit des pluies acides en particulier, plus les métaux lourds qui s'accumulent dans l'atmosphère suite à des combustions de combustibles fossiles au niveau des pots d'échappement, des cheminées des usines industrielles, etc. Donc tout ceci va polluer le sol, et les polluants vont s'infiltrer à travers le sol vers les parties profondes pour impliquer la pollution de la nappe phréatique. Nous allons détailler dans cette diapo la pollution du sol par les nitrates. Les nitrates sont abondamment répandus dans les sols, la plupart des eaux et dans les plantes. Leur présence naturelle est en faible concentration, inférieure à 10 mg par litre, et dans les eaux souterraines et superficielles. Cependant, des apports artificiels augmentent leur teneur en milieu urbain, en milieu industriel et en milieu agricole. Pour ce qui est de la pollution nucléaire, les centrales nucléaires rejettent des déchets. Alors les types de déchets essentiellement sont des déchets gazeux. Donc l'émission de déchets gazeux dans l'atmosphère va causer directement le dépôt de particules très très fines, radioactives, même à long terme. Le dépôt va se faire sur les plantes qui seront directement contaminées, et il y a aussi une contamination du sol où les éléments radioactifs seront transférés. Alors la présence d'éléments radioactifs dans le sol va impliquer une absorption au niveau des racines et donc la fixation de ces éléments radioactifs au niveau des plantes. Les plantes consommées par l'homme directement vont entraîner sa contamination avec une concentration de la radioactivité au niveau des organismes humains. Et d'autre part, ces mêmes plantes peuvent être d'autres plantes, ou ces mêmes plantes seront consommées par le bétail, par en général les animaux herbivores, le bétail, les volailles, etc. Et ça va causer de toute manière le passage de la radioactivité d'une manière encore plus concentrée aux organismes humains. D'autre part, nous avons des déchets liquides émis par la centrale nucléaire au niveau des milieux aquatiques, ce qui va renforcer la pollution des sols d'une part, et ça va contaminer les organismes aquatiques au niveau de ces milieux aquatiques, donc les poissons, les algues, etc. Donc la radioactivité pose un énorme problème au niveau des milieux naturels. Comme vous avez pu le constater, l'homme a utilisé tous les types de polluants et il a pollué tous les milieux qui se trouvent dans la nature. Maintenant, il est en train d'essayer de réparer les dégâts, mais en même temps, il est encore en train d'utiliser des polluants dans tous les milieux. Et donc, on ne va pas finir sans tirer profit de ce proverbe indien. Lorsque l'homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d'eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte que l'argent n'est pas comestible.